Merci de suivre Entre les lignes. L'actualité reste dominée par la sortie médiatique d'abord de Matata Pogno, de l'abbé Monseigneur Cholet, porte-parole de la Synco. On va parler également de 9 ans depuis que disparaissait feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, que garde-t-on de sa mémoire aujourd'hui. On va également parler de ces conditions posées par le chef de l'État pour que justement le dialogue se tienne, si dialogue il y aura. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Maître Richard Mpinda, cadre UDPS Tshisekedi. Bonjour Maître et bienvenue encore une fois ici chez nous. Merci encore, c'est la deuxième fois. La deuxième fois, tout à fait. Déjà, je me réjouis de cette occasion que vous me donnez de revenir évoquer les questions d'actualité. Bien sûr. En fait, ces questions vont de l'essor de la République. Et donc, cette joie est partagée aussi avec les téléspectateurs, avec qui nous allons partager ces 45 minutes. Voilà. 9 ans que disparaissait feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, l'un des 13 parlementaires, cofondateurs de l'UDPS. Exact. Qu'est-ce que vous gardez de sa mémoire aujourd'hui? Nous gardons de sa mémoire, ou que je garde de sa mémoire, un homme de conviction. Et donc, un visionnaire, un homme qui savait où la République devait être amenée. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez le président Tshisekedi, dans sa démarche, vous constatez que c'est le digne fils de son père. Prenez par exemple, Étienne Tshisekedi était un homme qui ne fléchissait pas face aux pratiques qu'il considérait comme étant controverses aux réalités ou à la philosophie qui s'était définie. Prenez par exemple, aujourd'hui par exemple, le président Tshisekedi, lorsqu'il vous dit pas de dialogue avec les criminels, c'est-à-dire qu'il a commencé à le dire bien avant, il a refusé d'accorder l'amnistie générale à Doha, et lorsque vous êtes dans l'accord de Washington, il est aussi prévu des poursuites, c'est-à-dire à l'égard de tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, été impliqués dans les massacres, dans les génocides à l'est de la République. Et donc, allez-y comprendre que la constance qui a caractérisé les Sphinx est une valeur qui aujourd'hui, tout tshisekédiste, tout celui qui adhère à cette philosophie-là puisse éventuellement s'en prémunir, comme le cas du Sphinx, du lynx. Voilà. Maître Jean Mpinda, on va parler justement d'une personnalité jadis de l'Union sacrée, aujourd'hui proche de l'AFCM 23, bien qu'il l'a dit qu'il n'a pas encore adhéré à l'AFCM 23. C'est Claude Ibalanki, ancien ambassadeur itinérant. Et aussi coordonnateur du mécanisme de suivi tout à fait. De la CIRGEL. Tout à fait. Alors, Maître Richard Mpinda, son départ, qu'est-ce que cela traduit pour vous? Écoutez, moi je crois que c'est une suite logique. Hein. Vous savez, il a évoqué, j'ai suivi le professeur Ntumbalwaba, il a évoqué parmi les raisons qui le poussent à agir de la sorte, entre autres, il parle de la mauvaise gouvernance. Alors, le professeur Ntumbalwaba était scandalisé de l'entendre dire ainsi. Le professeur Ntumbalwaba a rappelé ce qui a été la remise et reprise entre lui et Claude Ibalanki. Il dit qu'il a trouvé les caisses vides et qu'il n'y avait pas de livre de compte. Ça, ce sont des éléments de la mauvaise gouvernance parce qu'il utilisait selon son bon vouloir. Et donc, aujourd'hui, la présence de Claude Ibalanki aux côtés de M23, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. S'il a commencé d'abord par vendre tous ses avoirs, pour éventuellement aller de l'autre côté, c'est quelque chose qu'il a préparé. Donc, il a pris le temps de préméditer son coup et éventuellement se retrouver. Hormis cela, il y a encore d'autres griefs que nous pouvons le reprocher. Vous savez, on le voit aujourd'hui avec sa dernière fonction, parce que ce qu'on évoque très souvent, on dit de lui, ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État. Et nous oublions que lorsqu'on vous a toujours, vous vous rappelez de la question que vous nous posiez, celle de savoir, mais vous avez reçu le M23. Il était encore coordonnateur du mécanisme de suivi de la CIRGEL. Dans son document, il dit clairement que le M23 était arrêté, venu à Kinshasa, logé pendant près de 14 mois sous invitation du ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde de l'époque, à son insu.
À son insu, à l'insu de Claude Valanqui. Il est même évoqué dans la lettre. La lettre existe où on dit c'est sur son conseil que les autres sont arrivés. En fait, la vraie raison pour laquelle le M23 se sont retrouvés ici, ce n'était même pas sur invitation du ministre de l'Intérieur. Je m'explique. Mais c'est pourtant ce que le chef de l'État disait également. Vous avez le pauvre Tshisekedi, président de la République, peut se retrouver dans beaucoup d'histoires, c'est-à-dire dont il ne connaît pas les tenants et les aboutissants, dont on l'aurait amené tel quel. Vous vous rappellerez, on a prétendu qu'en 2013, que le M23 était défenestré. Et pourtant, le M23 avait été séparé en deux branches. Vous avez une branche... Runiga et Makenga. Les deux branches... Laissez-moi expliquer. Oui, on peut le prendre comme ça. Il y avait une branche qui était en Ouganda, ça c'est la branche militaire, avec Makenga bien sûr. La branche politique était au Rwanda. Ils sont venus ici au Congo. La question est celle de savoir pourquoi aller voir le ministère de l'Intérieur. Pourquoi aller voir le Ils sont venus d'eux-mêmes? J'ai dit. Oui. Ils sont venus d'eux-mêmes. Pourquoi aller voir le des ministère? personnes qui sont recherchées par la justice, prendraient-ils le risque de venir d'eux-mêmes à Kinshasa? Il y a un nouveau régime. Oui, mais les crimes restent. Non, je suis d'accord sur le principe. Ouais. Mais dans cette affaire-là, il y a eu des tohu-wabohu, il y a eu beaucoup de méli-mélo dans cette affaire de M23. Parce que lorsqu'on prétend les avoir, est-ce qu'il y a eu réellement un mandat contre le M23? Là, vous ne savez rien dire. Pour dire qu'ils étaient poursuivis et recherchés. Vous avez un avis de recherche? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais marqué, comment il s'appelle, Bissimo a été arrêté et l'autre, le nom m'échappe. Il y a Bissimo qui était arrêté, incarcéré à Ndolo, par la suite relâché. Comment pouvez-vous expliquer le fait est qu'ils aient été recherchés ou arrêtés, ok, et qu'ils soient subventionnés par l'État congolais? Qui a subventionné? Au cours de quelle époque? Mais Joseph Kabila, de 2013 à 2020, parce que c'est le président Tshisekedi qui a coupé cette subvention-là. Comment étaient-ils subventionnés? Comment ils étaient subventionnés? C'est-à-dire qu'ils percevaient l'argent pour leur survie là où ils étaient. Donc, c'est Kabila qui était en train d'alimenter le M23. Exactement. Pour combattre le Congo. Exactement. Pendant qu'il était au pouvoir. Exactement. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, dans quel intérêt que Joseph Kabila dit que la cause défendue par le M23 est juste? Ou alors, pendant qu'il était au pouvoir, comment vous pouvez expliquer en 2016, lors de marche contre le troisième mandat de Joseph Kabila, et que Human Rights établit un rapport de 4 décembre 2017 où il cite les M23 recrutés par Joseph Kabila. D'où était venu si en 2013 les M23 n'existaient plus? Vous dites... Je suis tout calme, j'attends vos questions. Vous dites qu'il y a un rapport de Human Rights Watch qui atteste que... Vous pouvez aller dans votre rapport, dans votre téléphone, c'est même rendu officiel. Human Rights Watch, 14 décembre 2017. Rapport sur l'implication, le recrutement par le gouvernement de Kinshasa, Joseph Kabila, ok, pour réprimer les manifestations. Le M23. Je vous parle du M23. Vous avez un téléphone, prenez le temps de le dire. N'attendez pas après. Vous pouvez vérifier maintenant. Pendant que je serai soit en train de parler maintenant, vous pouvez vérifier. Ceux qui nous suivent peuvent aussi vérifier. Cette information existe. Vous dites répression des manifestations en 2016, rapport de Human Rights Watch. Et l'opinion retiendra que c'est clairement établi qu'ils étaient recrutés. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'ils sont venus à Kinshasa, c'était pour que l'on puisse formaliser leur situation pour qu'ils soient considérés comme étant un parti politique. Et donc, voilà qu'il ne recevait pas les subventions du chef de l'État. Et le chef de l'État a même demandé, lorsqu'on lui a pris cette situation-là, il a demandé à ce qu'il retourne
comment dire, là-bas, pour que la question soit traitée avec tous les autres groupes armés à Nairobi. Vous avez lu le rapport, vous avez le rapport avec vous? En tout cas, si c'était, on l'avait prévu bien avant, on l'aurait cherché. Mais parce que vous êtes en train de chercher, ça il faut le dire. Si bon, là, on le pendant que vous allez poser des questions, moi je pourrais aussi chercher à mon tour. Il n'y a pas de souci. Okay. Il n'y a pas de souci, Maître Richard Pinda. Oui. Mais la question, autre question, la question que les Congolais se poseront est celle de savoir, est-ce qu'il y a un document qui atteste qu'ils étaient payés, le gouvernement congolais payait le M23? Que Joseph Kabila a payé le gouvernement, il subventionnait le M23. Est-ce qu'il y a un document? Les documents existent de la même manière que les documents existent aussi sur le 60 millions de dollars que recevait Kagame par Joseph Kabila. Ce sont des faits réels. Tel que Jean-Pierre Bemba le disait. Exactement. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu ce document-là où Joseph Kabila a payé 60 millions de dollars. Attendez. Je ne saurais pas qualifier la démarche que vous êtes en train d'entreprendre. Je ne saurais pas dire que vous êtes en train de vouloir remettre le discrédit sur Joseph Kabila, sur Jean-Pierre Bemba. Si vous dites ça, vous voulez dire que le président de la République qui a relayé aussi cette information a menti? Je n'ai pas dit ça. Non, mais alors, j'ai juste demandé le président de la République. Attention. Mais demandez à Jean-Pierre Bemba si vous en avez l'occasion, vous êtes... mais justement, les journalistes où il était passé, dans la chaîne où il était passé, on lui a demandé est-ce que vous avez le document. Il a dit qu'il avait le document, qu'il allait le montrer. Bon, jusqu'aujourd'hui... Mais il a dit qu'il allait le montrer. Il ne l'a pas montré. Allez rappeler à Jean-Pierre Bemba, Monsieur Jean-Pierre Bemba, Monsieur Danzeng vous rappelle votre promesse de revenir sur les documents. Et aussi, vous pourriez faire la même chose à l'égard du président de la République, parce que le président de la République a aussi relayé l'information. Ce ne sont pas des communs des mortels comme vous et moi qui avaient porté cette information sur la place publique. Ok? Et donc, allez-y comprendre que lorsque pareille information arrive par des personnalités telles que Monsieur le Président Tshisekedi et Monsieur le Premier Vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, je crois qu'on y accorde un peu de crédit quand même. Alors, Claude Ibalanki, très proche même du chef de l'État au cours du premier mandat, aujourd'hui de l'autre côté de la FCM 23, est-ce que cela aujourd'hui démontre que c'est que beaucoup disent que le chef est mal entouré, il est mal entouré par des personnes qui sont d'une loyauté à douter? Vous savez, je ne veux pas dans cette logique-là. Parce que moi, j'ai compris a priori, lorsque le président de la République accède au pouvoir, la première démarche entreprise était celle de pouvoir se faire entourer des personnes qui pouvaient comprendre sa philosophie. Vous savez, c'est là où il se pose un problème. Lorsque Ibalanki y va, c'est un homme intelligent, ça il faut se le dire. Mais il est compromis. Compromis pourquoi? Parce que il a commencé à vendre des informations bien avant ça. Donc partir aujourd'hui, ce n'est pas surprenant. Déjà, il a été mis de côté pour avoir divulgué une information catégorisée secret défense. Il y a eu une réunion à la cité de l'OUA entre le président Tshisekedi et le président burundais. Cette réunion devait être secrète. Et donc, il a divulgué les informations au Rwanda, et le Rwanda est entré en contact avec le président burundais, et le président burundais avait appelé pour dire que les photos... C'est quelles informations? Ibalanki a partagé les informations au Rwanda. Exact. La rencontre du chef de l'État avec son homologue du Burundi. Exact. C'est Ibalanki qui a partagé les informations au Rwanda. Exactement. Lui-même, Ndayishimiye l'a dit, que c'est venu de tel. Et pourtant, cette réunion devait être secrète. Et donc, allez-y comprendre, il n'y a eu que ça. Et allez-y comprendre que lorsqu'on va fouiner davantage, on constate que Ibalanki ne pouvait qu'être un agent du Rwanda, parce que déjà, quand on a une mère rwandaise, on doit vous regarder avec de loupe, parce qu'on ne sait jamais ce que vous allez prendre si ce n'est pas un comportement comme celui de Ibalanki.
Alors, Ibalanki prône également le dialogue. Il dit d'abord que l'héritage du peuple d'abord était légué au second plan. Ce n'était pas ça qui était en vogue dans la gouvernance, c'était mis de côté. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a vu que c'était pas... le pouvoir avait trahi. À l'entame de mes propos, je vous ai rappelé ce qu'a dit le professeur Ntumbaloba, qu'il a succédé au CIRGL, au mécanisme de suivi de SURGL. Et donc, partant de là, vous conviendrez avec moi que Ibalanki n'a pas compris la philosophie du peuple d'abord, parce qu'il a vidé d'abord les caisses de MNS. Oui, du mécanisme de suivi, tout ça. Vous voyez ça? Donc, à ce niveau-là, il y a un problème. Alors, revenons maintenant à ceux qu'il critique, c'est-à-dire le président Tshisekedi, lorsqu'il dit que le slogan « Le peuple d'abord » est relayé au second degré. Développer un pays, c'est investir dans l'homme. Le peuple d'abord, c'est investir dans l'homme. Tshisekedi est arrivé, il a trouvé 3 universités et aujourd'hui on en a 8, c'est-à-dire qu'il en a ajouté 5. Le peuple d'abord, c'est former des hommes et femmes à même de pouvoir assurer... Le président a créé de nouvelles universités. Ben oui. Lesquelles? Il a construit de nouvelles universités. Lesquelles? Il a construit de nouveaux bâtiments. L'université de Kananga. Non, il a modernisé. Non, attention. L'université de Kananga n'existait pas en tant qu'université. C'était, comme on dit, le prolongement de l'université, une extension, le terme approprié, de l'université de Kinshasa. Ah oui, c'est une information que vous n'avez pas. Fouinez. Alors, depuis un long moment déjà, l'université de Kananga, on en parlait déjà. Je vous donne des infos. Je suis de Kananga. Moi, Mpinda, que vous voyez ici, je suis de Kananga. Et de Ndemba en plus. Ce qui voudrait dire que je sais de quoi je parle. Deuxièmement, revenons d'abord sur cette affaire des universités. Vous avez aujourd'hui l'université de Mboujima qui était aussi une extension. Parce que, pourquoi c'était des extensions? Parce que ça ne répondait pas aux critères pour être des universités. En termes de bâtiments, d'abord, c'était des bicoques. Allez-y à Bunia, posez cette question aux étudiants de Bunia, ils vous diront, ne vous foutez pas du président Tshisekedi. Allez-y, vous verrez que les choses sont faites et de manière à donner de la valeur aux Congolais. C'est ça aussi un aspect de peuple d'abord. Parce que dans ces universités-là, il y a des gens qui doivent travailler. Il y a un personnel. Dans ces universités-là, il y a des étudiants. Et d'ailleurs, lorsque vous suivez lors de l'inauguration, on vous a dit, il y a un service de gardiennage qui est là et un service de cleaner. C'est du travail qu'on donne aux gens. Au-delà de ça, le personnel, je l'ai déjà dit pour ne pas me contredire. Et lorsque vous allez dans d'autres universités, c'est pratiquement la même situation. Alors, quel est l'impact de ces universités-là sur les populations? Prenez par exemple, au lieu que quelqu'un qui n'a pas de famille à Kananga par exemple, ou prenons par exemple à Bunia, il quitte Bunia pour venir étudier à Kinshasa, se retrouvant seul sans famille. Où il va dormir? Comment il va faire pour manger? Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'avoir des universités à proximité, ça facilite. On va avancer. On va avancer maintenant. Je peux prendre encore un autre aspect. Aujourd'hui, par exemple, nous l'avons toujours dit, on le disait même quand on était dans l'opposition, qu'il faut construire des routes pour faciliter l'acheminement de production paysanne dans des grandes villes. Voilà pourquoi on parle de routes agricoles, ok? Et on parle de grandes routes qui sont en train d'être construites. Et le président Tshisekedi, il est dans cette optique-là. D'accord. Le président. Au-delà de ça, je reviens encore pour démontrer le peuple d'abord. On a posé une question sur le peuple d'abord. On doit avancer. Une dernière observation de peuple d'abord, c'est comme je l'ai dit, investir. J'ai été scandalisé. Lors d'un procès, je vois un jeune homme qui pratiquement il pouvait avoir 21 ou 22 ans, ok? On lui pose
tu es né en quelle année? Il dit, je suis né en 2025. Non, en 2021. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est-à-dire que l'éducation de base a raté. C'est-à-dire que la gratuité de l'enseignement qui a été rendue possible dans la Constitution, matérialisée par le président Tshisekedi, et pendant que ces jeunes hommes-là, qui aujourd'hui pouvaient avoir 21 ans, 26 ans, si vous voulez bien 27 ans, ok, pendant qu'il était encore mineur, pendant qu'il était encore enfant, il n'a pas pu bénéficier de la couverture santé, et plutôt que ce que j'ai dit, de la gratuité de l'enseignement. Et donc, le président Tshisekedi a rendu encore possible la gratuité de l'enseignement pour éviter à ce que nous puissions avoir des délinquants qui ne savent même pas prononcer leur nom. Là, on je va y vous revenir. prends encore un autre élément. On va y revenir. D'abord. Non, les exemples sont nombreux. On va y revenir. Ce sont les exemples. Parce que allez-y. Il y a beaucoup. Il y a pas de choses. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations. Exact. Faites par le président Tshisekedi. Mais si on veut aller dans le fond du débat, il y a beaucoup aussi à remettre en cause. Bon, on va pas y revenir. Attendez un peu. Vous avez posé un Non, c'est pas une question. Non, ce n'est pas une question. Vous avez posé. Mais quel est l'intérêt d'aller vite? Quel est l'intérêt pour lequel nous avons. Non. Vous avez posé un décor. Vous dites qu'il y a beaucoup à remettre en cause. Qu'est-ce que vous sous-entendez par beaucoup à remettre en cause? Les détournements? Il y a des questionnements à poser au sujet de beaucoup de choses qui sont faites. Des décaissements. Voilà. Beaucoup de choses à faire. L'objectif que nous avons, je prends 30 secondes juste pour ça, l'objectif que nous poursuivons, lorsque nous disons le peuple d'abord, c'est aussi arriver à combattre les systèmes. Voilà pourquoi nous parlons du déboulonnement. C'est un processus, les systèmes véreux. Prenons par exemple le système du détournement qui est, dans le fonctionnement des institutions. Il y a certaines choses que nous avons héritées que nous devons combattre. Voilà. Vous n'avez rien accentué dans ce sens-là. Bon, c'est pas ça le sujet de l'émission. Prenons la sortie médiatique de Monseigneur Alain Cholet, secrétaire général de l'ASENCO, porte-parole. On lui pose la question concernant justement la solution, le dialogue qu'il propose, tant qu'il vante, tant qu'ils aiment, tant qu'ils souhaitent voir. Alors ils disent que c'est la solution idéale pour nous, pour le Congo, parce que de part et d'autre, les gens meurent. De part et d'autre, il y a des situations qu'on ne peut pas accepter. C'était aussi la posture du président angolais, João Lourenço, lors de son message à l'occasion de l'échange de vœux avec les ambassadeurs, le corps diplomatique. Il conseillait au président Tshisekedi à la République démocratique du Congo de convoquer urgemment un dialogue inclusif. Ça, c'est le président Lourenço. Le médiateur togolais également est allé dans ce sens-là pour dire que toutes les voies idéales pour sortir de la crise sont bonnes, soutenir Doha, Washington, et aussi un cadre d'échange entre Congolais eux-mêmes. Ça fait plusieurs voix déjà qui sont, on va le dire, contradictoires à la posture du chef de l'État, qui parle de dialogue, oui, mais sans ceux qui ont versé les sangs, soit les criminels, comme ils le disent. Je voudrais répondre à cette question-là de la manière que voilà. João Lourenço, qu'a-t-il eu comme intérêt dans la gestion de Joseph Kabila? Ce n'est que lorsque le président Tshisekedi arrive que nous avons commencé à percevoir le dividende de pétrole qu'il consomme. Le président togolais. Donnons un peu de détails par rapport à ça. Pardon? Le pétrole. Oui, le pétrole que nous consommons, qu'il consomme à Cabinda. Le pétrole Cabinda chez nous. Nous avons une nappe entre la frontière de la République démocratique du Congo et l'Angola. Ils pompent seuls sans nous. Et les dividendes étaient entre les mains des individus. Jusqu'aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, la question est réglée. Parce que j'ai dit que ce n'est que maintenant que nous percevons. Sous Kabila, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'il tirait des dividendes. Vous prenez Sassou Nguesso. Joseph Kabila avait levé l'option de ne pas continuer avec la construction du port de Banana. Le président Tshisekedi arrive, il constate que le port de Banana avait ou a un positionnement géostratégique pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que même Sassou Nguesso trouvait son dividende dans la déstabilisation de la partie Est. Il y a même un documentaire qui a été sur les diamants de la République démocratique du Congo qui passait par Congo-Brazzaville pour devenir de diamants de la République du Congo pour éventuellement être vendu à Suisse, en Belgique plutôt. Ah, ce sont des informations que vous n'avez pas. Donc, je vois par votre tête. Laissez-moi d'abord y aller. Laissez-moi d'abord y aller. Vous prenez le président Obasanjo. Il avait des intérêts aussi avec des carrés miniers dans la partie Est de la République. Je peux vous en citer les Thabo Mbeki, je peux vous citer beaucoup d'autres présidents. Et aujourd'hui, lorsqu'ils viennent avec la proposition de se retrouver autour d'un dialogue, c'est-à-dire qu'ils sont en train de préserver celui qui leur a offert l'occasion de s'enrichir au détriment de la population. Parce que l'objet de ce dialogue-là, c'est obtenir ce qu'ils ont manqué à Washington, c'est-à-dire que ce qu'ils ont manqué à Doha. Parce qu'en réalité, Doha n'existe plus. Mais si nous savons tout cela, que l'Angola a un intérêt dans cette guerre, nous savons que le Togo a un intérêt dans cette guerre, pourquoi alors nos missions diplomatiques s'attellent notamment à passer par l'Angola, à passer par le Togo, d'autres pays africains, des médiateurs africains, si nous savons qu'ils jouent un double jeu? Pourquoi aller vers eux pour proposer la solution? Nous sommes allés demander la solution à l'Angola. Nous sommes allés vers eux, sur invitation justement du président angolais. Ils nous ont fait des propositions. Donc vous êtes contradictoire par rapport à vous-même. Le président Tshisekedi est allé en Angola parce que sa présence là-bas a été précédée de la présence de deux personnes, Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Jeune Afrique en a parlé. Intelligent aussi en a parlé. Afrique Intelligent. Ils en ont aussi parlé. Vous voyez? Et donc, je reviens pour dire que ces gens, ils viennent sauver ceux qui les a rendus riches, au détriment de la population congolaise. Ils ne veulent pas la paix, foncièrement. Pardon? Ils ne veulent pas la paix. Donnez-moi un seul dialogue qu'on a tenu dans ces pays qui a apporté la paix. Il n'y a aucun dialogue qui a apporté la paix. Dites-le moi. Parce que le M23, c'est le RCD, l'AFDEL, RCD Goma. RCD Goma, CNDP. CNDP, c'est M23-1, M23-2, M23-2, AFC. Il n'y a pas eu de groupes armés qui ont déposé les armes? Définitivement. Qu'est-ce que vous sous-entendez par déposer les armes et la question de la paix? Ou que vous voulez trouver des excuses pour dire que le dialogue aurait apporté la paix? Toute la partie Est, la partie nord-sud Kivu est en proie à une instabilité qui ne commence pas d'aujourd'hui. Kisangani, oui, était occupé par quelle force en 2001? En 2001, Kisangani était occupé par le Rwanda et l'Ouganda. Et aujourd'hui, qui occupe le Kisangani? Aujourd'hui, les FARDC nous informent que 8 drones du Rwanda ont été abattus à Kisangani. Mais qui contrôle le Kisangani aujourd'hui? Vous amenez sur un faux débat. Nous parlons de la République démocratique du Congo et de la déstabilisation. Le Rwanda n'a pas quitté Kisangani ou l'Ouganda à la suite d'un dialogue, non pas du tout.
c'était sur exigence de la communauté internationale. Et nous sommes même allés à la CIJ pour éventuellement poursuivre le Rwanda et l'Ouganda. Vous voulez dire que le 1+4 était une grossière erreur? Dites-moi, est-ce que nous avons la paix aujourd'hui? Non, je pose la question. Parce que nous avons eu normal. un gouvernement de 1+4, c'était une grossière erreur. Est-ce que a-t-on réglé la question fondamentale évoquée par le Rwanda? La question de la minorité. Au nom de la minorité, les Banyamulenge, Roubewa est devenu Premier ministre, et plutôt vice-président de la République. A-t-on réglé cette question-là? Et c'est la même question qui est revenue, sur laquelle nous sommes revenus jusqu'aujourd'hui. La même question qui a été même soulevée par l'abbé Chollet, lorsqu'il dit que les Banyamulenge sont tués. Il ramène encore sur cette question-là. Quel est l'intérêt d'avoir le dialogue, le même type de dialogue où nous allons avoir avec nous les gens qui ont tué pour prétexter à une paix? Nous n'aurons jamais cette paix-là. Voilà pourquoi j'ai dit... On a posé la question, Monseigneur Chollet, qui tue réellement? Qui tue dans ce qui se passe là? Il dit les gens se tuent. Non. Des parts d'autres. Suivez 9e minute, 47 secondes. Il dit ceci. Il dit, les Banyamulenge sont tués et le M23 tue aussi. Les Banyamulenge sont tués par qui? Il a cité deux entités. Il a dit d'une part, vous avez les FARDC et vous avez d'une autre part les M23 AFC. Lorsqu'il dit que le M23 tue aussi, il veut tout simplement dire que le gouvernement, les FARDC, tue les Banyamulenge, ce qui est faux. Et d'ailleurs, il s'est dit homme de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas que la paix proviendra d'un dialogue. La parole de Dieu dit la paix et la justice sont deux choses qui marchent ensemble. Aussi longtemps que, je le dis, ça c'est une interpellation. Voilà pourquoi j'ai dit que ces hommes débutent des mensonges. Mais il a dit que le dialogue n'exclut pas la justice. Ça va de pair. Vous dites que le dialogue n'exclut pas la justice. Allons dans sa logique. Nous allons nous retrouver autour d'une table avec le M23, l'AFC et tous ceux qui ont tué. Ok? Mais quelle est la place de la justice? Mais oui. Parce qu'on va trouver... Il a dit qu'il y a un mécanisme de justice qui sera mis en place pour que tous ceux qui ont commis des crimes de part et d'autre puissent en répondre. Il l'a dit. C'est quoi le mécanisme qui sera mis en place? Il l'a dit. Non, mais il l'a dit. C'est quoi les mécanismes? Ils ont proposé... C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Non, arrêtez. Le pacte social, arrêtez. Non, non. Mais tant pis. Tu sais, excusez-moi de vous tutoyer dans les médias. Nous sommes, peu importe les relations que nous pouvons avoir en dehors de la caméra, mais ici, nous sommes dans le média. Voilà pourquoi j'ai dit, vous savez, un signe remarquable, très remarquable, lorsqu'il est lancé cette colombe, cette affaire de truc de la paix là, ok, ils ont balancé une colombe qui n'a même pas fait 1 mètre et après il est tombé. Ce qui démontrait à suffisance que même Dieu n'était pas avec eux. Vous voyez ça? Un élément. Un autre élément, c'est le mensonge qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit de... Quel est le mensonge qui est... Premier mensonge, que les Baswahili étaient pourchassés, traqués. Pouvez-vous me dire que cela était vrai? C'était un mensonge, pas tenté. C'était à lui de le prouver. Non. Vous à moi. C'est à lui de le prouver. Moi, je ne suis pas... Non. Oui. Vous n'êtes pas quoi? Je ne suis pas à sa place. Vous n'êtes pas à sa place, mais vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Vous êtes à la quête de la vérité pour la mettre sur la place publique. Vous voulez que je réponde à votre question? Non, ce n'est pas votre rôle. Mais vous pouvez le faire si vous voulez bien. Ce n'est pas votre rôle, mais vous pouvez le faire si vous voulez bien. Et donc, l'opinion retiendra que il a menti pour prétendre que les Swahili étaient traqués. Deuxièmement, il ment encore récemment ici pour dire que les Banyamulenge étaient tués en faisant allusion aux FARDC, sans les citer tels quels. Deux mensonges. Je ne voudrais pas en citer d'autres. La question fondamentale est celle de savoir, il prétend être homme de Dieu.
Et moi, je remets en cause sa qualité d'homme de Dieu. Parce que le père du mensonge, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Et lui, il fait la volonté de son père, c'est-à-dire le diable, Satan. Et moi, à mes yeux, je le considère comme étant un sataniste parce qu'il ment. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne voudrais pas non plus déballer d'autres propos tenus par lui ou par d'autres de sa condition, ok, qui ne reflètent pas la volonté de Dieu. Prenez par exemple, comment vous pouvez expliquer un homme qui fait le vœu de chasteté devant Dieu et qu'il fait des enfants par de suite? Il ment à Dieu. Dieu est lumière. À qui exactement? Je ne veux pas aller dans ces débats-là. Vous avez vu, lorsque, à un moment donné, il y a des prêtres qui sont passés là-bas, mais les vidéos existent encore. Vous voyez? Et donc, allant dans cette logique-là, je ne crois pas. En tout cas, je remets en cause sa qualité de servir la cause de Dieu. Je ne confonds pas les individus avec l'Église catholique, l'entité Église catholique. Pourquoi je le fais? Parce qu'ils vous diront sûrement, écoutez, vous avez été avec nous, lorsque vous étiez à l'opposition, c'était 50-50, on sortait les gens dans la rue. Je suis d'accord, parce que nous partageons une même philosophie. Avec les satanistes. Avec l'Église catholique. Je l'ai dit, je reviens. Je ne dis pas que nous partageons la même philosophie avec les satanistes. J'ai fait un distinguo pour dire que non, je ne confonds pas les individus avec la structure Église catholique. J'ai dit certains individus qui ne font pas la volonté au sein de l'Église catholique, qui ne font pas la volonté de Dieu, parce que Dieu n'est pas un menteur. À quel moment vous avez commencé à constater que certains prélats catholiques sont des menteurs? À quel moment vous avez commencé à le constater? Au moment où ils ont commencé à mentir. C'était quand vous étiez au pouvoir ou dans l'opposition? Nous le faisons maintenant. Je vous ai dit que lorsque nous étions au pouvoir, ils vous diront, nous étions ensemble avec eux parce que nous partageons 50-50. Oui, mais vous le constatez. Mais ce ne sont pas, attention, ce ne sont pas les mêmes personnes. Comment ça? Vous voulez me dire que c'est Cholet qui était le secrétaire général de la Cinco à l'époque où nous étions dans l'opposition? Il était parmi les personnes, les évêques. Non, je vous pose la question. Non, attention. Faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Comment ça? Mais me dites, non, ne faisons pas d'amalgame. Lorsque vous dites qu'il était personne influente au sein de la Cinco, est-ce qu'il était le secrétaire général? Est-ce qu'il a engagé, comme aujourd'hui, la Cinco? Est-ce que c'était Ambogo? Est-ce que c'était Mouteba, ainsi de suite? Non. Je vous ai dit que ce sont les individus qui compromettent aujourd'hui, à travers leurs propos mensongers et contradictoires, voire même vexatoires. Mais ce sont les mêmes. Qui n'ont pas changé, ce sont les mêmes qui sont là, qui n'ont pas changé de rôle. Ce ne sont pas les mêmes. Ce sont les mêmes. Parce que certains sont même morts. Vous voulez me dire que Monsengo est là aussi? À part Monsengo. J'ai failli vous poser la question de savoir si vous aviez quel âge. À part Monsengo. Parce que vous avez moqué par exemple. Vous avez Monseigneur Chibango qui était aussi là. À l'époque, il était membre de la Cinco. Oui, mais bien sûr, la majorité des évêques sont toujours vivants. Non. Bien sûr. Qui aujourd'hui incarne la philosophie de la Cinco? Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont même en contradiction avec certains parmi eux. Comme qui? Prenons l'abbé de Kananga ici, c'est comment encore son nom? Kanda? Kanda, par exemple. Il n'est pas parmi les évêques. Pardon? Il n'est pas parmi les évêques. Il n'est pas parmi les évêques. J'ai dit qu'il est en contradiction avec l'Église. Et ils sont nombreux, ceux qui sont en contradiction. Oui, attendez un peu, attendez. Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, depuis qu'ils tiennent leur discours, aucun évêque ne les a contredits? Donnez-moi un nom. Oh là là. L'évêque, pas celui qui est actuellement, celui qui était à Goma. Il y a eu un autre même de... Ils sont nombreux, ils écrivent ça et là, ils interviennent. Oh! Les évêques parlent d'une même voix. Non! Et par moment, je vous donne une information que vous n'avez pas. Lorsque la Cinco, Kanda l'a dit, il a dit qu'on l'a même appelé de Kinshasa pour lui dire, il ne faut pas dire ce genre de choses comme ça sur la place publique. Ces vidéos existent. Et mieux encore, excusez-moi, mieux encore, une décision de la Cinco doit recevoir l'assentiment de tous les autres membres. De la majorité. Exactement. Est-ce que c'est le cas avec leur prise de position que nous avons ici? Oui. Lorsque, par exemple, il dit
que nous n'avons... lorsqu'ils disent que rien ne s'est fait, il y a eu des évêques qui ont dit non. Prenons par exemple les hommes prétendument de Dieu. Ok? Ils ont reçu 25 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Plutôt 47 millions de dollars. 1 million par diocèse. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? On ne va pas revenir là-dessus. Non. On va pas revenir Parce que là-dessus. vous voulez donner l'impression qu'ils sont d'une sainteté irréprochable. Non, pas du tout. Non, mais c'est l'impression que vous donnez. Pas du tout. Apparemment, vous leur trouvez des excuses Non, pas du tout. pour dire que... Non, en fait, c'est mon constat à moi. Non. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Vous voyez ça? Lorsque vous faites ça, on a comme l'impression que je serais en train de fabuler à leur égard. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je parle des constats de leur comportement et j'ai dit, si nous ne tenons plus, c'est une évidence. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le Congrès américain qui prend date. Et à l'issue de cette date, ils tiennent leur séance. Et à l'issue de cette séance, on entend l'ambassadeur rwandais, l'ambassadrice, si vous voulez bien, rwandais, à Washington, où ils reconnaissent leur implication, leur collaboration, leur partenariat à côté du M23. On pose la question à l'abbé Chollet. L'abbé Chollet dit, je n'ai pas suivi ça. Je n'en ai pas entendu parler parce que vous savez qu'il y a beaucoup de fake news, plutôt de l'intelligence artificielle est capable de beaucoup de choses. J'ai dit, hein? Une affaire qui avait été suivie à la télé. Et vous voulez que pareille personne, qu'on le prenne au sérieux. Vous voulez que nous, UDPS, que nous puissions continuer à cheminer avec ces genres de personnes. Mais non, ça ne se fait pas. Mais prenez par exemple la gratuité de l'enseignement qui a été combattue par l'Église catholique. Aujourd'hui... Vous proposez quoi? Non, attendez. Le dialogue que nous voulons est déjà proposé par le président Tshisekedi. Pas question de ceux qui ont pris les armes, qui ont tué. Et vous voulez que nous continuions à être à côté de l'Église catholique du moment où la gratuité de l'enseignement, c'est pour le bien-être des Congolais. C'est pas moi qui le veux, en tout cas. Non, pas vous. J'ai dit l'Église catholique. Que nous continuions à être avec l'Église catholique du moment où la gratuité de l'enseignement, ok, c'est pour le bien-être de population. C'est pour le peuple d'abord. À quoi a servi ce dialogue concrètement? Le dialogue sans les autres, sans ceux qui ont pris les armes notamment. Ce dialogue-là aura quelle finalité? Que voulez-vous que ceux-là viennent faire du moment où ils seront déjà en prison? Et certains parmi eux-mêmes exécutés. La finalité, c'est laquelle? La finalité de ce dialogue-là. C'est pour qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut faire. C'est que vous pensez apporter les meilleurs. Il ne faut pas oublier une chose. Nous sommes légitimes. Tout à fait. Nous sommes légitimes et nous sommes dans les délais constitutionnels. Mais Fayoulou, Kabound, Kabila, pour ne pas les citer, en tout cas, une frange importante de la classe politique est d'avis qu'il faut qu'on ait un dialogue inclusif. Quel est l'intérêt de ces dialogues-là? Pour accorder l'amnistie à Joseph Kabila? Mais il y a un pan entier du territoire qui est entre les mains. Nous récupérons déjà. Vous ne dites pas... Oui, ça, c'est aussi une opinion. L'opinion retiendra, c'est une observation que je voudrais faire à l'opinion. Lorsque nous perdons des territoires, c'est tout le monde qui crie. Mais lorsqu'on en récupère, personne n'en parle. Minembwe est récupéré. Minembwe, présentement que nous vous parlons, Minembwe est récupéré. Vous dites qu'il y a un pan. Donc vous ignorez la récupération de Minembwe. Vous prétextez. Je ne prétexte pas, c'est un fait. Non, mais nous sommes en train de nous battre. Pays qui est entre les mains. Nous récupérons. Vous auriez dit une partie du pays entre les mains de l'ennemi et que les efforts sont fournis pour récupérer. Et d'ailleurs, Minembwe a été récupéré encore. Donc aujourd'hui, la stratégie pour mettre fin à cette occupation, c'est laquelle? La stratégie pour mettre fin à cette occupation, moi je crois qu'il y a un aspect de cette stratégie qui traîne encore. Il faut exécuter les personnes, ok, qui ont trahi, ceux qui sont condamnés à Makala là-bas. Il faut lancer un mandat d'arrêt
ceux qui sont en dolo, il faut lancer un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila, Nanga et les autres. Il faut en outre, je comprends maintenant pendant que j'en parle, si on ne l'a pas encore fait, c'est pour ne pas donner l'impression que on n'a pas facilité les dialogues. Nous avons été à Doha, et Doha, ils se sont arrangés, c'est-à-dire que les Nanga et les autres, pour faire capoter les choses là-bas à Doha. Dieu aidant, l'ONU a siégé, et l'ONU a levé l'option plutôt, allais-je dire, de mettre en place une brigade, et cette brigade va éventuellement traquer les groupes et les mouvements terroristes tels que l'AFC, M23 et RDF sur le sol de la République démocratique du Congo. Pendant que nous vous parlons, pendant que l'abbé Cholé réclame le dialogue, nous avons à notre actif, les chiffres pourraient avoir évolué, à Minembwe, nous avons capturé plus de 40 forces spéciales rwandaises. Allez-y comprendre que le dialogue qu'ils cherchent, est-ce avec le Rwanda ou avec ce que le Rwanda utilise. Et donc, par là, nous disons qu'il y a un problème. Nous ne pouvons pas aller dans la logique du dialogue initié selon la philosophie de certains de l'Église catholique. Pour finir, Maître Richard Pinda, oui. Dans le contexte actuel, avec ce qu'on a connu comme insécurité, problème, pensez-vous qu'il sera possible de tenir les élections dans le délai constitutionnel? Je crois que, je l'avais dit la dernière fois lors de notre échange, je ne suis pas partisan des élections en 2028. Je suis plutôt partisan du changement de la Constitution. Je l'ai dit de manière ouverte. Je voudrais que le président Tshisekedi continue d'implémenter ce qu'il fait. Ses promesses. Qui continue après 2028. Mais oui. Un troisième mandat. Non, un premier mandat. Et ce qu'il effectue tombe à zéro. J'ai dit changement de constitution. À zéro. Pourquoi pas? On commence à Beauvau. Je suis partisan du changement de la constitution. Je n'ai pas commencé maintenant. Oui. J'ai été au centre Nganda pour cette fin-là. Et je l'ai crié plusieurs fois sur vos plateaux. Ici, ça n'arrive pas? Pardon? Ici, ça n'arrive pas. Non, ça arrivera. Je crois que la population fait confiance au président Tshisekedi. Bien sûr que nous respectons... Quitte à violer la Constitution. Nous respectons... Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'ai dit. Quitte à... Je ne parle pas de violer la Constitution. Mettre fin à cette Constitution. Je dis par contre... J'ai dit par contre... J'ai dit par contre, il y a quelque chose qui m'a perturbé ici lorsqu'on est en train de parler avec vous. Je constate que vous avez pris du poids et je voudrais que l'opinion retienne qu'il venait de se marier. Et donc, je disais que donc votre épouse fait du bon boulot. Et donc, j'étais en train de dire que je suis partisan du changement des constitutions. Ce qui nous amènerait à dire que une nouvelle constitution... Donc Kabila aussi peut... Une nouvelle république. Kabila aussi... Mais il sera en prison, papa. Il a tué. Est-ce qu'il va ramener ceux qui sont morts? Il est... S'il était acquitté. Il est condamné déjà à mort. C'est-à-dire, lui, on doit exécuter sa peine de mort. Il fait un appel, non? Pardon? Il faisait appel. Non, mais il va faire appel comment? Parce qu'il ne l'a jamais fait. Le temps de l'appel est largement dépassé. C'est 10 jours en matière pénale. Hein? D'accord, Maître Richard Pinda, cadre UDPS Tshisekedi. C'était un plaisir de vous... Le plaisir est partagé. D'avoir sur ce plateau. Merci à vous. J'espère qu'on vous aura peut-être encore la semaine prochaine. Je suis très disponible, surtout pour parler des questions qui intéressent la République. Portez-vous bien, à très vite.